Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir à cette 10e Assemblée des idées. Donc, mesdames et messieurs les députés, monsieur le maire de l'Île-Saint-Denis, monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs, depuis le début de ma présidence, comme vous le savez, j'ai voulu ouvrir grand les portes de cette maison aux citoyens. Par des visites, des spectacles, des expositions, j'ai souhaité mettre en valeur le travail accompli par les parlementaires à travers le temps, mais surtout susciter le débat au quotidien. Parce que les grands enjeux d'actualité dont nous débattons dans l'hémicycle sont les mêmes que ceux qui agitent la société. Nous avons besoin de vous entendre avant de légiférer. Et c'est précisément le but de l'Assemblée des idées, un cycle de discussion qui arrive ce soir à sa 10e édition. Après avoir abordé des thèmes tels que le logement, la place de la France dans le monde, l'accroissement des inégalités, l'intelligence artificielle, le pluralisme de la presse ou le travail, j'ai fait le choix d'un sujet qui s'inscrit dans l'actualité politique très récente, l'hyperviolence. Dans nos villes, dans nos banlieues, en métropole comme dans nos outre-mer, comme nous venons malheureusement de le voir à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, une violence de plus en plus désinhibée semble monter, devenant un mode presque banal de règlement des conflits. Notre devoir est de nous saisir du problème. Mais nous savons qu'il faut se méfier des effets de loupe. En donnant la parole à des experts reconnus, à des praticiens expérimentés en même temps qu'aux citoyens, l'Assemblée des idées a pour objet de nous aider à prendre du recul et à sortir des idées reçues. Et c'est pourquoi je vous propose avec nos invités d'aborder la question sous un éclairage différent, loin des polémiques et des caricatures. Car si nous avons parfois le sentiment de vivre dans une société plus violente, nombreuses sont les questions de fond qui méritent d'être posées. Les drames récents qui ont fait la une des médias reflètent-ils vraiment la réalité de notre société ? Ces violences spectaculaires sont-elles nouvelles dans l'histoire ? Tendent-elles à s'aggraver, à s'accentuer ? De manière globale, au-delà des faits divers isolés qui choquent légitimement l'opinion publique, quelles sont les données statistiques ? Et ces données suffisent-elles ? Ne traduisent-elles pas aussi une plus grande propension aujourd'hui, fort heureusement, à porter plainte et à assumer son statut de victime ? Y a-t-il insécurité ou sentiment d'insécurité ? Ce dernier diffère selon l'âge et le lieu de résidence, ce qui peut nous amener à nous demander si nous ne sommes pas d'autant plus sensibles à la violence que nous y sommes paradoxalement moins confrontés. Ces questionnements s'appliquent à la violence dans son ensemble, qui existe à tous les âges. Bien sûr, nous parlerons de la violence des mineurs, mais je n'ai pas souhaité restreindre le sujet aux jeunes. Car en effet, si nous regardons les faits, la proportion de mineurs impliqués dans l'ensemble de la délinquance est de 20%, alors qu'ils représentent 23% de la population. Le nombre d'affaires et de condamnations prononcées à l'encontre des mineurs a diminué de 25% entre 2018 et 2022. Et les moins de 18 ans ne représentent que 10% des affaires traitées par la justice. Enfin, le taux de récidive des mineurs apparaît comme très inférieur à celui des majeurs. Surtout, notre réflexion doit porter sur les causes de la violence et sur les solutions que notre société peut trouver. Ce qui revient à nous interroger sur le rôle des différents acteurs, et notamment celui des médias et des réseaux sociaux. Que doit faire ? Que peut faire l'éducation nationale pour combattre le décrochage scolaire et renforcer la mixité sociale à l'école ? Quelle place faisons-nous aux éducateurs de rue ? Quelle est la responsabilité des écrans ? Comment accompagner les parents ? Quels moyens devons-nous consacrer à la justice au sens large, y compris à l'administration pénitentiaire et aux dispositifs de réinsertion ? Vous voyez, ces questions sont nombreuses. Mon rôle aujourd'hui est de les poser, non d'y répondre. C'est le principe même de l'Assemblée des idées. Donner la parole aux experts, aux citoyens, pour mieux mûrir la décision politique. Je laisse donc Jeanne Baron lancer le débat en commençant par nos invités, que je vous prie de saluer comme il se doit. Donc Mohamed Niabali, maire de l'Île-Saint-Denis, président de l'AMF 93. Merci monsieur le maire. Stéphane Ardouin, procureur de la République du Val-de-Marne. Céline Pigalle, directrice de France Bleu.
Et enfin, Renée Zoberman, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Je les remercie de s'être rendus disponibles pour cet échange citoyen. Ils répondront évidemment à toutes vos questions et vos commentaires. Toutes les violences ont un lendemain, disait Victor Hugo, qui proposait de leur répondre par l'éducation plutôt que par la force, pour préparer demain une société moins violente et plus consciente de ses fragilités. Le débat de ce soir n'est pas seulement utile, il est indispensable. Je vous remercie et bon débat à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de nous accueillir chez vous. La déco est très sympa. Vraiment. C'est cosy, on se sent comme à la maison. Je ne sais pas vous, mais là, franchement, on resterait bien, on aimerait s'installer. Bon, merci à tous d'être avec nous. Je vais aussi vous voir de ce côté-là parce que vous êtes partout. C'est formidable que vous soyez là aujourd'hui parce que ce qu'on vit ensemble, c'est ça la démocratie. Finalement, on se retrouve tous, on peut échanger et puis on peut en direct poser nos questions sans passer par un biais médiatique, sans passer par les réseaux sociaux, sans passer par une autre personne et avoir l'accès ici à nos experts, c'est vraiment formidable. Merci à nos 4 experts d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeanne Baron, je suis journaliste. Normalement, je fais le journal dans votre télé et c'est moi qui vous dis comment on va mourir et à quel degré de souffrance on va être mangé. Mais ne vous inquiétez pas, ce soir, il n'est pas question de ça. Vraiment, ce soir, il est question de partage. Bon, déjà, il y a cette question d'hyperviolence. Et c'était important pour moi d'être ici avec vous pour pas qu'il y ait de doute. Si je suis ici, c'est parce que j'ai décidé de l'être. Je ne suis pas payée, je ne fais pas, comme on dit dans notre métier, un ménage. Ça veut dire que je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas défrayée, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas n'importe quel nom qui pourrait se terminer par le son « et ». Voilà, pour être avec vous, je suis juste une citoyenne, je suis une maman. Et moi aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on vit tous aujourd'hui et la façon dont nous, les journalistes, on vous retransmet aussi cette information. Alors, ça va se passer en 2 temps. D'abord, on va avoir un dialogue rapide avec les experts. Je vous ai préparé des petites questions sympathiques, vous verrez. Ça devrait bien se passer. Et puis surtout, vous allez avoir la parole. Et là, il y a 2 règles à respecter. Et nos experts, je vais vous demander aussi de les respecter, s'il vous plaît, parce que c'est hyper important. Vous allez pouvoir poser vos questions, s'il vous plaît, des questions concises. Parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et on aimerait qu'une majorité de personnes puissent poser des questions, qu'une majorité d'entre vous puissent être entendus. Donc des questions concises, mais s'il vous plaît, les experts, des réponses concises. C'est OK pour vous ? On voulait vous faire part aussi, pour le traitement médiatique de une qu'on a vu dernièrement sur la violence. On a beaucoup traité l'hyperviolence. Je vous passe aussi, il attaque l'ex de sa femme avec une tronçonneuse, elle le tape avec des bouts de verre, ils se sont fait ruer de coups parce qu'ils étaient LGBT. C'est aussi une réalité, malheureusement. On parlera aussi des faits. Ici, vous avez un timer. Voilà, je suis longue, ça fait 2 minutes. Hein. On commence tout de suite avec vous. Madame Zoberman, j'aimerais bien comprendre votre métier. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au CNRS ? Allez-y, prenez le micro. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur émérite, chercheuse, exactement, émérite au CNRS. Normalement, il a annulé, non ? Si, bon. Voilà. Oui, alors c'est ça, je suis sociologue, je fais partie d'un laboratoire du CNRS qui, depuis plus de 50 ans maintenant, s'occupe des questions pénales. Et plus particulièrement, l'équipe dans laquelle je travaille cherche à mesurer l'évolution des délinquances banales contre les biens et les personnes, c'est-à-dire les vols, les violences, à partir de plusieurs sources. Et notre source principale, ce sont les enquêtes, justement, en population générale. Et à partir de cette source, nous cherchons donc à mesurer ces infractions en interrogeant des populations sur ce dont elles ont été victimes. Et puis, les résultats de ces enquêtes, on les confronte à l'autre source de données principales de ces mesures. Ce sont les statistiques administratives, statistiques policières, statistiques judiciaires, essentiellement en fait les statistiques policières. Voilà. C'est en ça que consiste mon travail. Une fois qu'on a dit ça, Madame Zoberman, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, le terme d'hyperviolence, il vous semble adapté ? Il existe ? Non, vraiment, il existe ce thème d'hyperviolence ? Vous avez fait des études là-dessus ? Il existe. Le terme existe. Ce n'est pas du tout un terme créé par des sociologues. C'est un terme qui circule beaucoup plus dans la sphère politico-médiatique
Du point de vue du sociologue, le terme même de violence, vous savez, a fait l'objet de beaucoup de débats. Maintenant, pour essayer de s'appuyer sur quelque chose d'un peu stable, nous, ce qu'on cherche à mesurer, ce sont des violences qui sont punies par la loi, un certain nombre de degrés de violence. Et là-dedans, le terme d'hyperviolence n'a pas particulièrement sa place. On peut revenir éventuellement au cours des discussions sur qu'est-ce que précisément on peut mesurer à l'aide de ces enquêtes et quels sont les résultats qu'on peut en obtenir. Mohamed Dabli, vous êtes sur le terrain depuis un bon moment. Je vais peut-être spoiler les gens qui sont avec nous. Ça fait 8 ans quand même que vous êtes maire. Ça fait 10 ans que vous vous occupez aussi de gérer les frictions entre habitants notamment. Dans votre quotidien, si on devait tirer c'est difficile de vous poser cette question. Si on devait tirer une sorte de bilan de ce que vous voyez sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de violence? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous la vivez au quotidien? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Je dirais que, en fait, moi, je suis devenu maire à 30 ans, sans expérience politique. Donc, cette question, elle est assez difficile pour moi, parce que je n'avais pas de référentiel. Et je dirais que j'ai connu l'avant-Covid et l'après-Covid, où j'ai réalisé que la détresse pouvait se transformer en colère beaucoup plus rapidement. Voilà. Ensuite, dire que déjà dans le terme même d'hyperviolence, ce qui m'a dérangé en voyant ce débat, c'était encore un superlatif pour qualifier une chose. Et je pense qu'on a déjà un premier sujet qui est d'essayer de trouver des mots justes et équilibrés pour apaiser notre société. Et je dirais que dans mon quotidien, ce qui est violent, c'est la violence du quotidien. C'est la mamie qui ne peut pas dormir parce que occupation de l'espace public en bas de chez elle. C'est les jeunes filles qui ne peuvent pas se poser sur une terrasse parce que, etc., etc. Et je considère que notre premier sujet pour lutter contre l'hyperviolence, c'est avant tout de travailler sur le quotidien. Est-ce que vous qualifieriez ce que vous voyez au quotidien, ce que vous nous avez très justement exprimé, comme de l'hyperviolence ou comme une manifestation de la violence? Vous aviez dit à l'instant que vous étiez contre ce superlatif qui mettait en réalité du feu sur une plaie déjà ouverte. Vous considérez ce que vous voyez comme de la violence ordinaire ou comme de l'hyperviolence? Vous voyez une ascension sur ces faits du quotidien que vous nous décrivez? Moi, aujourd'hui, ce que je trouve violent, c'est en tant qu'institution, s'il n'y a plus la confiance du citoyen, c'est ça qui est violent. C'est-à-dire la perte de confiance face aux problématiques du quotidien, ça c'est violent. La perte de confiance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux institutions? La perte de confiance des citoyens par rapport aux institutions, ça c'est violent. Si on n'a pas de réponse très concrète, ça c'est violent. Et pire encore, c'est quand on interpelle l'institution et que l'institution n'a pas de réponse. Ça c'est violent. Qui ici, parmi vous, on est entre nous, on a dit, Yael Braun-Pivet nous reçoit chez elle alors. Tout va bien, n'ayez pas peur. Vous êtes filmés, mais tout va bien. Qui ici considère qu'on n'a pas de réponse juste de nos institutions? Qui parmi vous le considère? Allez-y, n'ayez pas peur, on est en toute liberté ici. Qui le considère? Pas de réponse juste de nos institutions. C'est pas une majorité, mais quand même. Hein. Il y a bien un tiers des personnes présentes ici qui considèrent qu'on n'a pas de réponse de nos institutions. Stéphane Ardouin, ça tombe bien, vous êtes procureur. Parce qu'il y a 2 temps, et on va passer la parole à Céline Pigalle dans un instant aussi, parce qu'il y a aussi le traitement de cette violence que vous percevez au quotidien ou de la violence qu'on étudie. Stéphane Ardouin, il y a 2 temps. Il y a un temps médiatique qui est un temps rapide, qui est un temps presque de l'immédiateté, notamment quand on fait de l'info en continu. On traite des informations dans l'immédiateté, on essaie de les assimiler, on essaie de les retranscrire au mieux, de les comprendre. Et puis il y a le temps de la justice, qui n'est pas le temps des médias, qui met du temps. Et malheureusement, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur « Dis donc, la justice, est-ce que la justice est la même pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'injustice? Est-ce qu'elle n'est pas défaillante, la justice ?» Qu'est-ce que vous nous répondez? C'est pas facile. Je vais essayer de répondre avec beaucoup de modestie, parce que la justice n'est certainement pas parfaite.
Vous avez parlé d'institutions, la justice n'est qu'une institution parmi d'autres. Je veux dire par là, et je le redirai sans doute, et ce n'est pas pour me défendre, le procureur peut se défendre parfois. Oui. On est en démocratie. Hein. Il ne faut pas non plus attendre de la justice ce qu'elle ne peut pas donner. Je veux dire par là que la justice, elle intervient in fine dans les cas les plus graves, et au fond, nous gérons les échecs aussi de la société, et nous gérons des situations que d'autres autorités avant nous, autorités administratives, autorités familiales, n'ont pas forcément traitées. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez dit à juste titre qu'il y a un sujet de complexité et de temporalité. La justice, par définition, nous sommes dans la complexité la plus aboutie. C'est la complexité du droit et de la procédure. La notion de présomption d'innocence, très concrètement, il y a des gens, et je peux le comprendre, lorsqu'ils vivent l'évidence d'un fait divers, ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'autant de temps pour juger quelqu'un, pour établir sa culpabilité, pas plus qu'ils ne comprennent que quand on dit qu'on n'a pas assez de preuves, on va le relâcher. Donc c'est la complexité du droit. Et puis c'est la complexité psychologique. Ce sont des situations, et j'invite tous les citoyens présents ici à aller à l'audience de comparution immédiate, vous en avez dans chaque tribunal, vous verrez que d'un coup se mêlent 1000 choses, et que c'est cette complexité aussi que nous jugeons. À partir de là, nous avons besoin de temps. Mais la temporalité judiciaire s'est considérablement accélérée, puisqu'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, si vous me permettez, de la justice, c'est la comparution immédiate. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand quelqu'un ne fait pas l'objet d'une comparution immédiate, on dit « mais en fait, il ne se passe rien ». Alors qu'en réalité, il va y avoir un jugement, mais plus tard. Et quand vous voyez les peines de prison, elles ne sont pas faibles, loin s'en faut. La difficulté, c'est que le journaliste, et à juste titre, va traiter le fait divers au moment où il intéresse l'opinion. Et qu'ensuite, il est assez difficile d'organiser ce que j'appellerais un droit de suite, c'est-à-dire comment on revient sur un événement. Je remarque, et je vois que j'ai su à 2 minutes 17, donc je m'arrête, que dans les médias, et c'est peut-être une manière de transférer la responsabilité vers la presse, et là j'ai honte. On va avoir une réponse dans un instant. Qu'il n'y a plus de chroniqueurs judiciaires. Vous n'avez que des correspondants justice-police. C'est bien la preuve qu'on traite le sujet sous l'angle du fait divers et pas sous l'angle du procès dans son intégralité. Céline Pigalle. Céline Pigalle, je vais vous représenter. Allez-y, je vous en prie. Parce que c'est intéressant. Vous avez été directrice de la rédaction de BFM TV. Vous connaissez BFM TV ? Il paraît que c'est une chaîne qui est très regardée, hein, d'information continue. Et puis, maintenant, vous êtes la directrice de France Bleu. Donc votre point de vue, il est capital pour nous. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois la notion de l'image, la notion de l'immédiateté, la notion d'info en continu, et puis vous avez France Bleu aussi. C'est la radio, c'est un autre média, mais il faut toucher les gens tout autant. Et c'est la radio en local. Et c'est la radio en local de proximité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la façon dont on traite l'information, on a le droit de se remettre aussi en question, est-ce que vous pensez qu'on a une réelle responsabilité sur les mots qu'on utilise, sur la façon dont on traite l'information, peut-être sur la course à l'audience parfois ? Dites-nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une responsabilité majeure, notamment parce qu'on a une influence de plus en plus grande dans le paysage. Ça, c'est indéniable. Les médias de manière générale, et on l'a dit, les réseaux sociaux, qui ne sont pas tout à fait gérés de la même manière que les médias traditionnels, mais qui ont un rôle majeur dans le paysage. Donc, en effet, on a des raisons de se poser des questions. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister tout de suite, c'est qu'on croit souvent que les chaînes d'information au continu ou les réseaux sociaux ont accéléré le monde, ont accéléré le traitement des événements parce qu'elles l'ont choisi. En réalité, ce sont les moyens à notre disposition qui ont changé. Il y a d'abord eu des caméras, il y avait la radio, mais la radio c'était sans l'image et on pouvait rendre compte des événements en direct mais sans les images. Il y a eu ensuite des caméras qui permettent d'envoyer des images en temps réel sur les antennes. Et puis, il y a plus encore aujourd'hui les téléphones qui permettent de faire des photos et des vidéos, parfois même de les diffuser en temps réel. Et donc, on croit souvent que ce sont les médias qui ont généré cette accélération et qui ont fait ce choix, alors qu'en réalité, ce sont des choses qui se sont imposées dans l'espace et avec lesquelles nous sommes obligés de faire. Ça veut dire, notamment, d'une part que les choses vont plus vite et que c'est important que des journalistes se saisissent des événements quand ils se produisent en temps réel parce qu'on ne peut pas laisser
toutes les rumeurs et toutes les fausses informations circulées sans nous-mêmes, journalistes en responsabilité, essayer de prendre ces faits en charge. Ça veut dire aussi que l'image a de plus en plus de présence dans l'espace et que quand un fait divers se produit, quand un événement violent se produit et qu'il y a des images, ça rajoute une émotion certaine. On peut le déplorer, on peut le regretter. Quoi qu'il arrive, ça se produit. Et il faudra donc le prendre en charge et il faudra en faire quelque chose. Et puis, il y a une autre chose encore, c'est que la société civile, les citoyens, sont en mesure de nous solliciter sur des événements qu'ils ont vus, qu'ils ont vécus, et de les mettre à l'agenda et de nous demander de les prendre en charge. Pour finir, sur la question de l'hyperviolence, quand j'entends les premières prises de parole, je me dis la chose suivante. On a poussé les mots, on a été vers le superlatif, sans doute aussi, parce que vous avez évoqué la crise du Covid qui a été un moment important, mais je pense aussi que la vague d'attentats dans notre pays, dans les années 2010, a fait qu'on a été confronté à une violence très dure et qu'au fond, cette violence est insupportable et qu'on pousse les mots pour dire « saisissez-vous de ces sujets ». Depuis ce moment-là, et sur toute autre thématique que la question des attentats, mais vous voyez comme moi, comment par exemple la multiplication des attaques au couteau. Les attaques au couteau, elles pouvaient exister. Mais les attaques au couteau, aujourd'hui, elles entrent en résonance avec ces événements qu'on a vécus précédemment et elles font que les citoyens, d'une certaine façon, nous demandent de nous en saisir avec des mots, pas tous les citoyens, mais une partie des citoyens, et peut-être aussi parfois des associations, des mouvements politiques, enfin il y a toutes sortes de personnes qui disent ces violences-là, vous devez les prendre en charge. Et ils nous poussent, et c'est peut-être la réponse à la question, nous, les médias, à aller au-devant de ces sujets de façon différente de ce qu'on faisait précédemment. Est-ce qu'on n'a pas besoin de reprendre ce luxe qu'est le temps ? Le temps de pouvoir traiter une information, de pouvoir l'assimiler en tant que journaliste, en tant que maman et en tant que citoyenne. Je me pose parfois des questions sur la façon dont je retranscris cette information qui nous touche, Céline Pigalle, dans notre chair aussi. Nous sommes aussi des êtres vivants, des êtres humains. Évidemment. Ce luxe dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le procureur Ardouin, aujourd'hui, il n'y a plus de spécialistes à la télévision judiciaire, par exemple. Vous parliez de chroniqueurs police-justice. On connaît bien, on a des cellules police-justice qui travaillent beaucoup. Néanmoins, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de temps et est-ce qu'on n'est pas pris dans cette grande machine de l'information? Et je parle ici pour ma paroisse, celle que je connais, à savoir l'information continue. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, comme je le disais tout à l'heure, comme les événements nous sont soumis en temps réel, vous voyez bien comme moi que pendant la crise que j'évoquais tout à l'heure des attentats dans les années 2010, les événements Charlie Hebdo, les événements au Bataclan, vous n'êtes pas en situation de dire, si vous voulez bien, on va d'abord travailler et on vous donnera des informations dans 4 heures, 10 heures. Parce que pendant ce temps-là, prolifèrent des rumeurs et des informations fausses et qui n'ont pas été vérifiées. Et des gens instrumentalisent la situation et vous ne pouvez pas laisser, c'est absolument impossible, c'est vraiment une responsabilité des journalistes de travailler en temps réel à mesure que se développe une situation. Mais en contrepoint, évidemment, il faut un temps moyen et il faut un temps long. Ça veut dire que quand cette crise se termine, il faut revenir au calme sur ce qui s'est joué. Il faut suivre les procédures qui vont être engagées. Il faut suivre les procès qui vont avoir lieu. Et il faut donc que le temps de l'immédiateté ne dévore pas tout le paysage médiatique, que le temps aussi d'une certaine échelle, et là je vais plaider pour la paroisse qui est la mienne, c'est-à-dire de vivre les événements au niveau national, c'est important, ça existe, mais il faut aussi qu'en local, on puisse s'approprier les choses et vivre non pas une menace lointaine et écrasante, mais un événement au plus près de nous où on est dans le lien les uns avec les autres. Donc il faut le temps et il faut des niveaux différents de proximité avec ceux qui nous suivent. Alors cette proximité, c'est une chance parce qu'on va la voir aujourd'hui. On va tout de suite vous donner la parole. Je vous rappelle cette règle, s'il vous plaît. Faites des questions courtes, on va prendre un maximum de questions, on va pouvoir être là pour vous et vous donner la parole. Faites des réponses concises, s'il vous plaît. Et allons droit au but. Qui veut commencer? J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école, c'est formidable, merci de me permettre d'assouvir ce fantasme. Qui veut commencer? Monsieur. Merci. Bonjour, je m'appelle Evan Gorel et j'ai une petite série de questions, mais qui sont sur le même thème à vous poser. En étant témoin de l'actualité, comment faire confiance aux institutions quand on voit que les nazis peuvent manifester librement? Quelle est la place de la France dans la protection des droits de l'humanité plus que de l'homme?
Et comment faire confiance à la France quand on voit sa lâcheté face au génocide, pour n'en citer qu'un, la Palestine? Où est la vraie France, celle qui est indépendante et qui n'est pas soumise par exemple à l'Amérique? L'hyperviolence, selon moi, j'ai l'impression, elle est provoquée en fait par le gouvernement qui est plutôt absent. On parlait de proximité en plusieurs instances, la proximité locale. On s'investit davantage dans le local, dans les relations humaines, parce qu'on communique entre nous par rapport à nos peurs et à nos témoignages. Mais quand je vois à l'échelle nationale que tout ce qui est des manifestations nazies, je le redis parce que c'est ce qui me choque le plus, dans notre époque, avec notre passé français quand même, et une France qui était à De Gaulle fut un temps, je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut faire confiance, comment faire confiance en fait aux institutions. Merci monsieur. C'est un point de vue. C'est courageux. On n'a pas de ministre, hein. On a juste la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas notre expert. Mohamed Navli, la confiance en l'institution. On partage ou non votre point de vue, monsieur. Ouais, mais j'ai une belle anecdote là-dessus. Je considère que dans ma ville, j'y ai grandi. J'étais plus crédible quand je m'appelais Mohamed Niabali que quand je suis devenu maire. C'est ce que je dis souvent à mes copains. Ils ont le sentiment que quand le politique parle, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais en fait, et souvent je leur disais, je suis la même personne. Voilà. Et par rapport à ce que j'ai entendu, et ce que tu as dit, il y a plusieurs choses qui me questionnent. Allez-y, Mohamed. La notion du temps. Je prends rapidement la notion du temps. Le temps s'est accéléré, c'est clair et net, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est il faut dire qu'on a des temps différents. Il faut assumer que le temps d'une administration n'est pas le temps de l'élu, n'est pas le temps du citoyen, etc. Et je pense qu'on a un autre sujet à rajouter à travers la notion du temps qui peut renvoyer à ce que tu poses sur la table, c'est la question de c'est quoi l'intérêt général? C'est quoi un projet de nation? Et aujourd'hui, il y a tout un débat qui ressort sur la somme des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt national, ne fait pas l'intérêt général. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète quand on parle dans nos territoires, c'est souvent, moi je leur dis, un projet de ville, c'est un projet de vie. C'est 20 ans, 30 ans. Voilà. Et c'est pas parce que vous êtes tous les trois mis d'accord sur le fait que ça c'est une bonne chose que c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Et que du coup, ça renvoie à un sujet qui est la question de l'échelle, de la proximité et du pouvoir d'agir à quelle échelle, à quelle proximité et à quel temps. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une de nos difficultés aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est complexe, parfois contradictoire et qui est mouvant. Et ce qu'on attend des institutions, c'est d'avoir des bonnes réponses. Et souvent, quand j'étais jeune maire, mais j'ai vu que ça ne marchait pas très bien, de dire « je ne sais pas », ça choquait les gens. Non, c'est très bien de dire je ne sais pas. Mais je le dis, en tant qu'élu et représentant de l'institution, dire « je ne sais pas », ça peut choquer des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un de nos enjeux pour redonner de la confiance aux institutions, c'est repartir sur des fondamentaux de base. Derrière les institutions, il y a des gens qui donnent de leur temps et qui sont avant tout des citoyens et qui veulent construire la chose publique, la chose commune, et que cette chose publique, cette chose commune, elle n'est pas lisse. Il y a des idées différentes, des positions différentes, et que, exemple, le rôle premier d'un maire, c'est de faire commune, c'est de faire société. Voilà. Moi, je parle de société de liens. Bah, cette société de liens, c'est tu recherches les points d'équilibre. Tu recherches les points d'équilibre. Merci pour cette réponse. On a plein de questions. On continue. Bravo. René Zoberman, je sais que vous avez envie de réagir. On avait dit on ne se répond pas entre nous, mais allez-y rapidement. Non, mais je voudrais réagir sur la question du temps, justement. Parce que, puisque vous m'avez invité en tant que sociologue, il se trouve que c'est important pour nous, quand nous parlons de délinquance en général et de violence en particulier, d'essayer de la saisir sur le temps le plus long possible. Le temps de la recherche, ce n'est pas le temps de l'action politique de M. Gnabali, ce n'est pas le temps des médias de Céline Pigalle, c'est un autre temps. Et ce que montrent les travaux et qui tend à déconstruire un petit peu quand même cette idée d'hyperviolence, parce que ce terme cherche à montrer que les choses augmentent et vont de mal en pis, c'est que si on regarde les données, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on observe.
Si on prend la violence la plus extrême qu'on puisse observer, c'est-à-dire les homicides, on est depuis très longtemps en France à un niveau d'environ 1,5 à 2 pour 100 000 victimes de meurtre. Alors, quand on nous dit une chose pareille, comment est-ce qu'on peut parler de pays dans lesquels le niveau de violence est de 50 pour 100 000? Comment qualifier la violence de villes où le niveau est à 200 pour 100 000 en Amérique centrale, en Afrique du Sud? Il faut raison garder avec les mots. Et ça peut se faire en examinant les choses à la fois de façon historique et de façon géographique. Merci Renée Zoberman. D'autres questions? Allez-y. Madame. On vous écoute, vous avez la parole. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Chanceline Louraquois, journaliste. Ma question est celle de savoir qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en place comme stratégie pour lutter contre l'hyperviolence au sein de l'éducation. Dans des écoles, il y a les fléaux qui passent du jour au jour dans les formations, qu'il y a des élèves qui sont traitus, les professeurs sont attaqués. Et moi, en tant que parent, ça me fait vraiment très mal. Et je me pose des questions. Comment faire pour lutter contre cette violence à l'école? Voilà. Ce que vous dites. Et j'aimerais bien qu'un jour que nous soyons fiers en tant que parents pour la jeunesse, nos enfants qui sont l'avenir de demain. Merci madame. Alors il n'y a pas de membre de gouvernement ce soir. J'aurais adoré, ça va être difficile de répondre à votre question. Néanmoins, Stéphane Ardouin, c'est intéressant de parler quand même de la justice au niveau de l'école. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo déjà sur les stats par rapport à la violence à l'école? C'est quand même intéressant. Ça a augmenté cette violence chez les plus jeunes? Alors, le sujet, ce qui est compliqué dans la réponse, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique, vous avez des phénomènes de violence, que l'on qualifie d'ailleurs aujourd'hui de harcèlement, mais pas que, et des phénomènes qui aujourd'hui sont plus judiciarisés qu'ils ne l'étaient. Je veux dire par là qu'il y a 15 ou 20 ans, beaucoup de ces phénomènes étaient hors des radars. Hors des radars, et probablement d'ailleurs pour des très mauvaises raisons. On a parlé à un moment d'omerta, en fait je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est que ce phénomène, qui n'est pas un phénomène de violence physique toujours, mais aussi de violence psychologique, et qui se déroule dans la durée. Donc c'est pas comme un coup de poing qu'on va donner à quelqu'un à un moment et qu'on va facilement prouver. Nous étions sur des phénomènes qui étaient, je pense, sous-estimés dans leur gravité. Il y a une prise de conscience de la société, qui d'ailleurs se traduit par des plans ministériels, parce que je ne suis pas évidemment membre du gouvernement et encore moins son porte-parole, mais j'applique une politique pénale qui est celle, pour le coup, du gouvernement. Et on ne peut pas dire que le sujet soit sous-estimé. Mais, et c'est un mais qui n'est pas une nuance, qui est juste un appel à la vigilance, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de la judiciarisation de tout. Pourquoi? Parce que le risque principal, et je l'ai dit tout à l'heure, un peu en plaisantant, et ce n'est pas une plaisanterie en réalité, c'est de transférer à l'autorité judiciaire la responsabilité d'éléments qui ne relèvent pas en fait de son impérium. Mais vous savez, quand vous avez un gamin de 10 ans qui commence à harceler, il n'est pas certain qu'un juge des enfants puisse régler complètement le problème. En revanche, une mobilisation de l'école, en lien avec les familles, c'est le premier niveau d'intervention. Et je vais être très concret. Lorsqu'il y a eu le plan harcèlement qui a été présenté par le Premier ministre, on nous a demandé, il a été demandé aux établissements, aux chefs d'établissement, de faire ce qu'on appelle les articles 40, c'est-à-dire de systématiquement dénoncer à l'autorité judiciaire le parquet. Je trouve ça très bien. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout judiciariser. Ça veut dire que je vais me rapprocher de l'éducation nationale pour savoir ce qui a été fait et dans quel cas, parce qu'il faut que je filtre à ce moment-là. J'embarque dans la réponse judiciaire, parce que le pire de tout, c'est si on banalise la réponse judiciaire. Si un gamin de 10 ans se retrouve devant un juge des enfants et que finalement, cette affaire, on n'aurait peut-être pas dû la judiciariser, qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, Stéphane Ardouin. Il va se passer que, il ne se passera pas grand-chose. Et on dira, ah, la justice a une réponse bien faible. Et on discrédite ainsi la réponse judiciaire. Donc vous voyez, je pense qu'on a raison de judiciariser,
mais il ne faut pas le faire d'une manière Systématique. qui serait systématique, en tout cas sans discernement. Merci à vous. D'autres questions, peut-être ici. Monsieur. Vous parlez, juste après, on vous donnera la parole, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Pardon, je me suis permis de prendre la parole. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cet événement qui, pour moi, est quelque chose de très important parce que ça met au cœur, on va dire, les citoyens pour qu'ils puissent aussi exprimer leurs idées. Je me présente, je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc je suis policier depuis plus de 25 ans. On vous a reconnu, Abdoulaye Kanté. Bon. Soyez le bienvenu. Je viens de manière... On peut vous applaudir. Merci. Merci d'être avec nous. Avant tout d'être policier, je suis quand même citoyen aussi, donc je me permets aussi de manière humble aussi de pouvoir m'exprimer. Merci beaucoup Madame la Présidente pour votre invitation. L'hyperviolence, nous sommes 150 000 policiers. Nous sommes confrontés à cette violence quotidiennement. 15 000 policiers par an sont blessés. Et je voudrais juste en fait faire un espèce de plébiscite pour l'ensemble des forces de l'ordre qui sont là justement pour assurer votre sécurité au quotidien. La police n'est pas parfaite, comme la justice, mais pour autant, nous sommes là pour assurer votre sécurité. Ma question est, on va dire, la suivante. Comment faire pour essayer de faire comprendre à des citoyens qui, malheureusement, certains, une minorité, ont encore cette problématique avec la police? C'est par rapport à la relation police-population. Je suis très engagé sur la relation police-population parce que pour moi, il était nécessaire que la police, l'institution policière, change de logiciel. On nous voyait beaucoup avec cette image de répressif. Mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire de mettre en avant cette arme qui est le dialogue. Parce que pour moi, le dialogue est la meilleure des armes. Et aujourd'hui, comment faire pour que le citoyen, très rapidement, puisse comprendre, nous connaître, on va dire au sein de l'institution, parce qu'on parlait de lien. Ouais. Moi, ce lien est très important. Comment, on va dire, l'autorité judiciaire, l'autorité même journalistique, pourrait essayer de nous aider à faire comprendre à ceux qui ne nous connaissent pas de mieux nous connaître. Parce que très, très rapidement, je pars toujours du principe que nous sommes un service public, nous sommes aussi assujettis à des critiques et on cherche aussi à s'améliorer. Donc, comment faire justement pour que les gens puissent nous connaître? Nous, on essaie de faire le nécessaire à mon petit niveau, mais de l'autre côté, comment faire pour accentuer cette connaissance? Merci pour ce pas, en tout cas, vers les citoyens. Policiers, enfants de la République, très bon livre. Je vous fais une petite promo. Comment est-ce qu'on fait? C'est super intéressant cette question. Céline Pigalle peut-être d'abord. Comment est-ce qu'on fait pour renouer? Ça passe aussi avec l'image qu'on donne, aussi notre responsabilité de la police. Elle est intéressante cette question. Comment est-ce qu'on renoue le dialogue aujourd'hui? Alors, je pense que la situation dans laquelle on se trouve sur ce sujet est beaucoup liée à différentes manifestations qui ont pu avoir lieu ces dernières années et qui ont fait qu'il y a eu sur le terrain des rapports très tendus entre les manifestants et les policiers. Et donc c'est notamment au travers de ces différentes crises qui se sont succédées que les choses se sont largement durcies. Je ne suis pas certaine que les choses évoluent à travers la médiatisation, par exemple, sur des antennes nationales. Là aussi, je pense que le lien sur le terrain, on a eu des débats, des discussions sur la nécessité des polices de proximité. La notion de la proximité, du lien entre les journalistes au plus près du terrain et surtout le fait de rendre compte au quotidien des activités de la police, c'est-à-dire pas seulement dans les moments de crise, pas dans les moments où on se heurte, mais dans les moments avant et après, où le travail de la police est un autre travail que celui qu'on peut voir dans les moments de crise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis attachée à faire travailler le réseau de France Bleu dans ces dynamiques qui sont des dynamiques où on est là avant et où on est là après. Avec de la proximité. Exactement. Peut-être Mohamed Nabli, vous voulez dire quelque chose? Parce que vous, les frictions du quotidien, vous les connaissez, vous les gérez. Hein. Donc très clairement, vous connaissez la problématique. Comment on renoue le dialogue? Je pense que la réponse a été donnée, c'est totalement celle-là que je voulais partager, c'est la question de la proximité. On a besoin d'une police à pied. Moi, je le vois sur mon territoire. La police est souvent en voiture, en train de tourner, et quand elle vient, pour faire des interventions. Alors, quand la police ne vient pas, je me fais engueuler, et quand elle vient, je me fais engueuler aussi. Donc vous faites engueuler, voilà, en fait. Je me fais engueuler tout le temps. Mais ça va, rassurez-nous. Ça va, ça va. Mais du coup, derrière ça, c'est vraiment le sujet de remettre de l'humanité dans nos institutions. C'est la question de la police à pied qui dit bonjour,
elle rentre dans un environnement et un cadre. Et quand elle doit intervenir, elle peut intervenir, mais elle est connue et reconnue. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a, c'est que nos institutions perdent cette proximité et ce rapport à gérer à l'empathie, au lien. Et je pense que c'est ça notre plus gros sujet actuellement dans nos institutions et particulièrement pour la police nationale. Donc plus vu sur le prisme de l'austérité, de la répression, mais de la communication. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur, j'avais promis de vous donner la parole. Allez-y. On vous écoute, monsieur. Bonsoir, Adrien Mauroy, étudiant en droit. Pour ma part, ce qui ressort le plus de ce, je dirais, débat, mais plutôt conférence, c'est la question du temps. J'apprécie que chaque participant a une manière de traiter la question de l'hyperviolence, que ce soit sur le temps court ou le temps long. Et ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est sur la question médiatique, sur l'idée de devoir traiter au plus vite afin d'éviter les complots. Ma question va tourner notamment autour de cette course à l'information, comment traiter correctement une information qui vient de sortir. Ma première expérience avec ça était notamment les attentats de Charlie Hebdo, avec cette course à savoir où étaient cachées les victimes de ces attentats, ou même plus récemment, il y a quelques mois, l'affaire Crépol. Comment vouloir éviter les théories du complot en traitant de manière extrêmement rapide l'information, surtout en l'absence de spécialistes et la présence notamment de ce qu'on peut appeler maintenant de toutologues, de personnes sur des plateaux qui parlent de tout et de rien. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Céline Pigalle, en gros, est-ce que tout le monde peut parler de tous les sujets sur un plateau de télévision? Et est-ce que la course à la rapidité n'est pas non plus extrêmement délétère pour transmettre l'information? Alors, j'espère avoir commencé à répondre à cette question et j'entends dans la question que vous me posez, monsieur, que vous êtes d'accord sur le fait qu'on ne peut pas abandonner ce territoire de l'info dans l'immédiat, abandonner ce terrain-là, même si par ailleurs, il faudra ensuite poursuivre l'enquête, reparcourir les différents sujets qu'on a essayé de traiter dans l'immédiateté pour recaler les choses dans de meilleures conditions avec le temps long. Et néanmoins, dans toutes les situations que vous évoquez, pour ma part, je suis convaincue qu'il était important de tenter, et c'est une difficulté extrême, de traiter les sujets en temps réel, parce que les sujets nous sont soumis en temps réel, et qu'encore une fois, s'il n'y a aucun journaliste qui travaille, alors ce sera le règne de la rumeur. Donc pour moi, c'est une responsabilité journalistique majeure. Est-ce qu'ensuite c'est toujours bien exécuté? D'abord, spécifiquement sur les événements de Charlie Hebdo, j'étais à l'époque directrice de la rédaction de iTélé, et contrairement à l'image qu'on en a, je voudrais dire que ce jour-là, face à un événement qui était absolument nouveau, sur lequel il fallait dans l'urgence adopter des comportements différents. Il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on peut penser, une course à l'échalote absolue, mais bien la volonté d'essayer, sur le moment, de trouver les bons interlocuteurs, de donner les bonnes informations, et y compris, tout le monde ne l'a pas fait, mais beaucoup ont cherché à le faire, à retenir un certain nombre d'informations, pour s'assurer de ne pas dire des choses fausses. C'était par exemple le cas sur la question de savoir qui étaient les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Quand on a compris qui étaient ces victimes, c'est-à-dire les membres du journal, les auteurs de dessins, quand on a compris ça, on s'est dit, le fait de l'exprimer va ajouter quelque chose à cette situation, et il faut donc qu'on en soit absolument certain, qu'il n'y ait aucun doute sur qui sont les victimes de cet attentat, avant de l'exprimer. Et donc, contrairement à l'image qu'on en a, les choses n'ont pas été dites dans la précipitation, elles ont été dites après vérification. Et les journalistes, quoi qu'on en dise, travaillent très activement dans les rédactions pour essayer de répondre à cet enjeu du temps réel. En parallèle de ça, il peut y avoir des invités en plateau qui
apportent un commentaire, vont délivrer une opinion avec laquelle, pour commencer, vous n'êtes peut-être pas en accord et qui, parfois, n'est pas toujours fondée suffisamment par rapport aux faits qui sont connus. Et c'est pour ça que c'est une chose fondamentale d'accepter parfois de répéter un certain nombre de choses. On va détester cet effet de boucle, mais il vaut mieux répéter le peu de choses qu'on sait que de s'engager dans un commentaire alors qu'on sait trop peu ce qui se joue précisément. Merci. Une autre question. Madame. Ne soyez pas stressée. Tout va bien. Bonjour. Hermine Chimba, gestionnaire en immobilier. Donc, j'ai une question pour vous quatre. Selon vous, l'hyperviolence est-elle un symptôme d'un mal plus profond de notre société? Et si oui, quel serait-il? Et quelles solutions envisager pour traiter ce mal à la racine afin de stopper l'évolution de cette même hyperviolence? Merci beaucoup, madame. Renée Zoberman. Alors, je reviens de nouveau sur ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que sociologue, je ne peux pas adhérer à ce terme d'hyperviolence. Ce que je peux constater, c'est que si on croise un certain nombre d'éléments sociaux mesurables, c'est-à-dire d'une part des événements graves, sérieux, qui affectent violemment des victimes, mais qui sont sur l'espace social général rares. Si on croise ces événements avec, par ailleurs, ce qu'on peut mesurer de friction sociale, de difficultés dans les relations au quotidien, dont chacun d'entre nous a déjà parlé, les insultes, le cyberharcèlement, les problèmes de friction à l'école entre les différentes administrations et les élèves et les professeurs, les gamins qui tiennent les murs dans les rues et qui vous charrient parce que quand vous rentrez chez vous le soir fatigué, les transports en commun qui fonctionnent mal. Quand on croise finalement l'ensemble de ces événements, alors on peut avoir le sentiment de vivre finalement dans une société violente. Mais encore une fois, et je sais que chacun d'entre vous vit là où il vit. Il vit dans son quartier, il vit dans sa ville, il vit dans son village. Il ne vit pas au Nicaragua ou au Honduras ou en Afrique du Sud. Il ne vit pas au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle où on se battait en duel et où les violences physiques étaient énormément plus violentes, plus nombreuses. Je le sais ça. Mais en tant que... s'il faut avoir un regard un peu général sur la société, c'est-à-dire essayer de qualifier une société, ouais. Je ne peux pas adhérer en regardant ce qui se passe, je ne peux pas adhérer au terme de hyperviolence parce que ce n'est qu'une emphase qui est manifestée dans l'espace public par en plus des acteurs qui jouent politiquement sur ce terme pour placer leurs pions sur l'échiquier. Merci, Madame Zoberman. Monsieur, juste une question, parce que vous avez l'air bien éveillé encore. Qui, parmi vous, ici, a l'impression que la violence a augmenté les 10 dernières années? Qui, parmi vous, a l'impression que cette violence a vraiment augmenté? D'accord? 50%, je dirais. Merci beaucoup. Une question, monsieur, allez-y. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. C'est justement par rapport à votre question, j'avais une question... est-ce que, oui ou non, les chiffres de la criminalité sont en hausse? Parce que si c'est le cas, dans ce cas, effectivement, ça sert peut-être pas de parler d'hyperviolence, mais déjà d'augmentation de la violence, c'est très grave et on n'a peut-être pas besoin de comparer l'augmentation de la violence aux chiffres de Honduras ou je ne sais où, parce qu'on doit être exemplaire avant tout et qu'on a la chance de faire mieux que des pays qui n'ont pas des structures comme les nôtres et des... Bon... Et donc, si la réponse est oui, moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est le cas, ces chiffres sont en augmentation. Ce qui m'intéresserait, parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir un directeur de radio, une chercheuse émérite, un procureur de la République ou c'est vrai, vous avez raison. Avec nous. Rarement dans notre salon le matin, c'est vrai. Rarement. Et donc, du coup, moi, j'ai une question toute petite. Ouais. Selon vous, parce que vous avez 4 angles d'approche à cette question de la violence, selon vous,
quelles sont les causes de cette violence? D'accord. Alors déjà, peut-être un mot sur les statistiques, s'il vous plaît, monsieur le procureur Ardouin. Ça m'intéresse. La violence, elle est la plus prégnante où? Dans la rue, à la maison, il y a plus de violence? Alors, il y aura peut-être plus de précision du côté du CNRS sur les chiffres, mais quand on prend les statistiques globales, en fait, facialement, on se rend compte que la violence, et je ne parle pas d'hyperviolence, est une catégorie qui augmente. Mais attention, il y a ce qu'on appelle les biais statistiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un biais statistique? C'est-à-dire, il ne faut pas forcément en déduire que c'est forcément le phénomène de la violence qui augmente. Plus compliqué que ça. Premier exemple. Aujourd'hui, et tant mieux, libération de la parole, plus de plaintes pour violence conjugale. Est-ce qu'il y a plus de procédures? Oui. Ça va rentrer en statistique dans la violence qui augmente. Mais, si je peux me permettre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième exemple, vous avez des faits qui, il y a 20 ans, étaient considérés comme des contraventions, par exemple une gifle dans un bus, et qui aujourd'hui sont un délit. Parce une gifle dans un bus, c'était une contravention. Et oui. Jusqu'à quand, monsieur le procureur? Je dirais que la création de la circonstance aggravante, je pense, je la remonte aux années 90. Je suis arrivé dans la magistrature en 99 et c'est à peu près à ce moment-là, je pense, qu'elle a été créée. Mais il faudrait reprendre l'histoire. Et vous avez beaucoup de circonstances aggravantes qui ont été créées à l'école, dans le lieu affecté au transport public, je l'ai dit. Et globalement, on a une inflation des qualifications de délits de violence. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est la sagesse du législateur. Mais en statistique, pas avec un micro en public. Le troisième facteur, c'est le fait aussi que la notion de violence évolue. Vous avez une plus grande forme, je pense, d'intolérance de la société à la violence psychologique, qui est une vraie violence, hein, je ne la minimise pas. Mais il y a 30 ans, la violence psychologique, ça faisait rire les policiers, si je peux me permettre, et les magistrats aussi. Hein. Donc voilà, la violence psychologique, on a parlé du harcèlement. Donc évidemment qu'il y a un phénomène d'inflation. Après, je pense, parce qu'il faut éviter le déni, et vous savez, un magistrat n'a pas le droit d'être dans le déni de justice pour faire un mauvais jeu de mots. Incontestablement, vous avez aussi des phénomènes de grande violence qui évoluent dans des modes opératoires, dans des manifestations, peut-être sous l'effet des réseaux sociaux. Et je prends l'exemple des violences urbaines. C'est trop long, 2 minutes 25, mais allez-y. Les violences urbaines, vous avez eu incontestablement un phénomène de cristallisation avec des origines très différentes, c'est assez multifactoriel, et qu'on ne peut pas réduire le phénomène des violences urbaines à un problème de délinquance des mineurs, comme on ne peut pas réduire le phénomène des violences urbaines à un phénomène purement identitaire de quartier. Merci. Juste une précision, qu'on arrive à comprendre tout ce que vous nous avez dit. En réalité, la violence domestique, elle augmente. La violence, elle est à domicile. Elle est aussi dans la rue, mais ce qui augmente, c'est de la violence à domicile? On a ce paradoxe que rapidement, ce qui va émouvoir l'opinion, et c'est normal, et là, il n'y a pas de critique, à part évidemment des faits extrêmement graves, des féminicides, c'est plutôt une violence qui va être visible sur la voie publique. Un attentat, une attaque au couteau, et bien sûr les atteintes extrêmement graves que l'on peut voir, hélas, régulièrement dans les faits divers. Mais l'endroit où on est censé être le plus protégé, sa famille, c'est quand même là que s'exprime beaucoup de violence, et beaucoup de violences sexuelles notamment. Donc, vous voyez, le phénomène augmente, mais aussi parce qu'il y a de moins en moins de protection des délinquants au sein des familles. Merci beaucoup. Une autre question. Je cherche une dame pour la parité, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est important, je trouve. Madame, je viens vers vous, monsieur, juste après. Madame, et après, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Promis. Bonsoir, merci pour ce temps de parole, merci d'être présent parmi nous. En plus, je suis une maman du Val-de-Marne, donc ça m'intéresse de savoir quelles mesures sont prises par rapport à des vraiment des guerres de territoire, en particulier à Fontenay-sous-Bois, à Nogent-sur-Marne, puisqu'il y a quelques semaines, on a réussi à sauver mon fils, un adolescent de 15 ans, à la sortie du collège, qui s'est fait agresser donc par 3 grands gaillards. Il a réussi à re-rentrer dans le collège. Donc je suis une maman qui a la chance d'avoir eu ce dénouement. Maintenant, la police, je la remercie, a fait extrêmement bien son travail, puisque le collège de toute façon ne peut rien faire.
Conclusion, la juge des enfants, puisque vous en parliez, les a condamnés à un stage. Pour moi, la justice, elle a 3 obligations. Être aveugle, trancher pour établir l'équilibre. La justice n'est plus aveugle. On n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité du quotidien. Elle ne tranche plus de manière qu'il y ait un équilibre, mais de manière qu'il y ait de la vengeance. Donc ma question, sincèrement, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une remise en question de la formation des juges. Parce que là, pour moi, ces adolescents s'en sont extrêmement bien sortis. Ce sont des récidivistes. Hein. C'est pour ça qu'on les a retrouvés facilement. Donc au final, aujourd'hui, ce qu'ils ont comme slogan, c'est nos limites. Donc pour moi, c'est ça. Donc madame, votre question en réalité, c'est où en est la justice aujourd'hui? Où en est la formation et la formation de la justice. Merci madame. Et merci pour votre témoignage. Ça demande aussi du courage de venir témoigner. Monsieur le procureur, on l'a dit en propos liminaire, on le savait. Aujourd'hui, il y a une vraie question de justice dans l'opinion publique, la justice avec un grand J. Alors il y a 2 questions ici. Où en est la justice, où en est la formation de la justice? Dites-nous. Alors, évidemment, pour des raisons que tout le monde comprendra, je ne commande pas une affaire en cours. Cette précaution étant dite, il y a d'abord, et ça c'est la réponse au phénomène de bande, des phénomènes, je parlais de violence collective, et ce sont des phénomènes que nous voyons évoluer. Vous avez à la fois des phénomènes qui sont ce qu'on appelle des rixes, alors qui peuvent se jouer effectivement entre quartiers et territoires, et qui ne sont pas forcément corrélés à des phénomènes, on va dire, liés au trafic de stupéfiants, pour être clair, qui sont des phénomènes qui peuvent être assez fugaces et qui ont des mécanismes, finalement, qui sont au départ parfois assez même enfantins. Mais, sauf que la conséquence est grave. Et on a des affaires très graves avec parfois des usages d'armes. Et puis, il y a les guerres de territoire qui sont liées au trafic de stupéfiants. Ça, c'est encore autre chose et c'est extrêmement violent. Et il y a, hélas, de plus en plus de jeunes, auteurs et victimes. Votre question était sur, finalement, la réponse pénale appliquée à des mineurs, finalement. Parce que nous avons des jeunes impliqués, qui parfois sont très jeunes, en dessous de 15 ans même, pour des phénomènes de rixes. Alors, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait une critique de ce qui apparaît comme de l'indulgence. Mais il faut bien voir, et je pense que dans l'affaire, et c'est la seule chose que je dirais sur cette affaire, pour le moment, toutes les procédures ne sont pas complètement bouclées, vous avez une première réponse qui est, et c'est la loi qui le dit, qui doit être d'abord le plus possible à caractère éducatif. Et ce principe de la primauté de l'éducatif, c'est même une valeur constitutionnelle. Donc, quand on applique, et parce que la justice des mineurs ne peut pas être la justice des adultes, il y a forcément une réponse qui sera différente et qui sera très adaptée à la situation du mineur. Ensuite, je peux vous assurer que dans les cas qui sont évidemment les plus graves ou dans les cas de récidive, nous voyons, et je dis ça en général, et je ne parle pas de l'affaire en cours, nous voyons une augmentation du taux d'incarcération. Nous voyons une augmentation du taux d'incarcération des mineurs. Alors est-ce que c'est une plus grande sévérité ou est-ce que c'est une plus grande gravité? C'est ça qui est sans doute difficile à interpréter. Mais il me semble que la justice des mineurs, contrairement à une idée reçue, n'est pas laxiste, et elle est d'autant moins que le CJPM, qui est le Code de justice pénale des mineurs, qui a été réformé récemment, permet d'avoir des délais très accélérés en matière de justice des mineurs. Merci, monsieur le procureur. Une autre question, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous permettre cette rencontre et cet échange avec des intervenants de qualité. Je suis Laurent Guerlot, je représente l'association Égalité Parentale et je suis sur une liste qui s'appelle Défendre les enfants aux élections européennes. Ma question, alors je suis un peu intimidé, excusez-moi, je vais écrire ma question. Sur le lien entre l'hyperviolence et les neurosciences, pour citer Boris Cyrulnik, l'impact des séparations est démontré sur les enfants. Ils perdent un sentiment de sécurité et peuvent réagir par une banalisation de la violence envers eux et envers les autres. Une méta-analyse a été menée sur les effets de la résidence alternée. Elle confirme entre autres que ce schéma est rassurant pour les enfants. Pourtant, en France, elle ne représente que 12% des décisions de justice. Autrement dit, 9 enfants sur 10 perdent le bénéfice d'un parent dans les séparations. Quand on sait qu'il faut un village pour éduquer un enfant, que dire quand celui-ci n'a plus que la moitié de sa famille ou moins?
Comment accélérer le développement de la résidence alternée et remédier en partie à cette violence? 2 PPL sont prêtes à l'emploi, la 478 et la 21308 portées par des associations mixtes et intergénérationnelles. Monsieur, pardonnez-moi, il faut qu'on comprenne votre question. Simplement, c'est quoi votre question? Comment faire progresser une des solutions qui remédierait à l'hyperviolence par davantage de présence familiale? Le président a parlé du devoir de visite. Moi, je parle de la responsabilité parentale sur le temps long de la famille, y compris dans les situations de séparation. La résidence alternée est une alternative. Donc, 2 pans ici, au niveau sociologique et au niveau judiciaire. S'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Madame Zoberman. Ah, Madame Zoberman, j'espère que je ne vous réveille pas. Hein. Attention, ne me faites pas peur. Hein. Vous ne me réveillez pas du tout, mais les points d'interrogation se multiplient. D'accord. Non, personnellement, je n'ai pas connaissance de travaux précis qui indiqueraient une influence décisive de la question de l'encadrement familial sur le niveau de délinquance des enfants. On peut supposer en effet qu'il faut au moins un village pour élever un enfant et qu'un enfant séparé d'un de ses parents se développera de façon moins harmonieuse que quand il en a 2. Maintenant, quand il a 2 parents qui sont dysfonctionnels, dans un couple dysfonctionnel, on n'est pas absolument certain que son éducation sera optimale. C'est un peu du café du commerce que je vous dis là, encore une fois, parce que je n'ai pas connaissance, moi, de travaux précis sur cette question. Merci, Madame Zoberman. Rapidement, Monsieur le procureur, sur la responsabilité des parents, parce que je pense que c'est de cela dont il était question également. Mais rapidement, s'il vous plaît. Non, mais la responsabilité des parents qui est au cœur du débat public, d'abord, on a quelques instruments quand même juridiques qui existent. Et, par exemple, pendant les violences urbaines, il m'est arrivé lors de déferrements de rappeler aux parents qu'une carence éducative, lorsqu'elle est fautive, parce que parfois elle peut quand même ne pas l'être, pouvait faire l'objet d'une sanction pénale. Donc nous avons déjà des instruments. Ensuite, sur la question plus générale de ce qu'est une situation civile, c'est-à-dire l'organisation des droits de visite et d'hébergement, j'ai un peu tendance à dire que la difficulté, c'est que quand les gens ne s'entendent pas, c'est assez compliqué de l'organiser de manière harmonieuse. Voilà. Et c'est sans doute un élément, parce que je pense que quand les parents sont d'accord, vous savez, les juges sont totalement d'accord pour organiser des droits en alternance. Mohamed Dabli, rapidement. Vous me faites faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Hein. Vous passez la parole à 3. Allez-y. On va se compléter. Allez-y. Moi, je suis dans une ville où 1 ménage sur 3 est une famille monoparentale. Voilà. Et l'expression que j'ai entendue, c'est celle que j'utilise au quotidien. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et cette expression, elle renvoie à la co-responsabilité. Et pour moi, on est en co-responsabilité sur l'éducation des enfants. Et quand je dis en co-responsabilité, ça va des parents à l'éducation nationale, en passant par le club de sport, en passant par tous les adultes autour de cette proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un de nos sujets, c'est de réussir à construire un cadre commun qui nous permet de construire cette co-responsabilité. Et le débat qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un peu on se renvoie la balle sur qui est responsable de quoi dans cette société. Et je pense que c'est ça qu'il faut reposer autour de la table en disant, nous, adultes, nous sommes en co-responsabilité sur l'ensemble des enfants de notre nation. Merci à vous. Une question. Merci beaucoup. Je viens par là. Monsieur. Bonsoir, je remercie tout le monde. Je trouve que ces réunions sont vraiment très intéressantes. Je vais prendre un petit pas de côté, qui est plus proche comme on n'est pas très loin de Cannes. Je dirais, je vais faire une association, je suis directeur artistique et j'ai travaillé dans la publicité. Et je suis d'accord, il n'y a peut-être pas de hyper-violence, mais je penserais plutôt de la violence gratuite. Si on retourne un petit peu en arrière, puisqu'on n'est pas loin du Festival de Cannes, si on pense à Kubrick. Kubrick a fait Orange Mécanique en 1971. Il parlait déjà de ce sujet de la violence, mais la violence purement gratuite, et comment y répondre. Et là, il disait que c'était difficile, il mettait les médecins en avant. Puis je vais prendre un deuxième réalisateur, c'était François Truffaut.
hyper connu, les 400 coups. Mhm. Abandonné par sa famille, vivant seul, a eu du mal à se trouver un chemin. Il a trouvé un chemin par rapport au cinéma et par rapport à la culture. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il manque un petit pan il y avait forcément. Je ne pense pas que la société ne répond pas au problème de la violence. Elle a toujours répondu en fonction de l'état où elle vivait. Et votre question? Et la question, c'est que moi, je me demande si on ne pourrait pas le traiter à la racine, un peu comme on vient de le dire. C'est que je pense que ça doit se jouer à l'école et ça doit se jouer en essayant de vivre ensemble. Et il y avait un ministre qui a dit on vit côte à côte et bientôt on ne pourra plus vivre ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que grâce au sport et grâce à l'éducation, mais ça se prend à la racine. Et il faut apprendre à vivre ensemble et avoir un peu d'empathie envers tout le monde et savoir vivre ensemble. C'est ça si on pouvait mettre ça en place dès le collège, même avant le collège, mais peut-être dès le primaire, pour prendre conscience qu'on doit vivre ensemble. Et si on ne vit pas ensemble, c'est On aura compris que ce n'était pas vraiment une question, mais merci pour ce côté très positif, vivre ensemble. Qui est prêt à vivre ensemble? Alors, oh là là, il n'y a pas de majorité, dites donc, là. Le vivre ensemble. Madame, allez-y. Vous vouliez poser une question? Ah non, vous vouliez qu'on vive ensemble. On échangera nos téléphones tout à l'heure. Monsieur. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai une question, car on n'a pas encore parlé, mais le féminicide, c'est quelque chose qui, en France, ne s'écoute jamais aux médias. Très rarement. Je viens d'Espagne et ça fait la une à chaque fois qu'il y a un féminicide, que ce soit quelque chose une personne connue ou. Oh, monsieur, je ne peux pas vous laisser. Allez-y. Moi, je fais la comparaison. Allez-y. Mais sûrement, le féminicide, c'est le fruit d'une violence quotidienne qui est faite aux femmes, sûrement. Et aujourd'hui, le fait d'être une femme, c'est aussi parfois une peine quand on voit que des camarades à nous ou des amis ont peur des fois sortir le soir très tard. Donc comment faire à travers la justice, mais grâce aux médias, pour sensibiliser les féminicides et la question des femmes, car par exemple en Espagne, je reprends, le 016, c'est un numéro qui est fait pour anonyme, c'est fait pour dénoncer des cas très graves de violences faites aux femmes. En France, est-ce qu'il y a un numéro qui est mis en place pour ça? Est-ce qu'il est connu? On va vous le redonner. Je pense qu'il ne l'est pas et c'est une question qu'il faut travailler beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. 2 questions ici. La question médiatique, Céline Pigalle. Est-ce que vous pensez qu'on ne traite pas assez bien les féminicides? Je crois que l'Espagne les traite très très bien et que donc quand on arrive d'Espagne, on peut avoir le sentiment que la France pourrait faire encore mieux. Néanmoins, la France s'est aussi beaucoup inspirée de ce qui existe en Espagne et il y a eu des mobilisations particulières depuis quelques années maintenant pour prendre en charge ces événements. Malheureusement, il y a certainement trop de féminicides encore, même s'il y a une prise de conscience très importante sur ce sujet. Et donc, chacun de ceux qui se produit n'est pas traité équitablement dans les médias parce que malheureusement, ce serait tous les jours. C'est intéressant ce que vous nous dites ici. Et donc, à la fois, la prise en charge, la prise en compte et le traitement de ces sujets a très largement été développé. Et puis, pour commencer, on a changé les mots. Aujourd'hui, dans cette assemblée, on va utiliser le terme de féminicide. Tout ça paraît parfaitement normal à toute cette assemblée, alors qu'il y a de ça moins de 10 ans, on aurait éventuellement dit qu'un amour passionnel avait conduit à la mort de cette femme. On aurait éventuellement dit, et on aurait fait des titres, quand on reprend les titres tels qu'ils pouvaient exister, des choses, elle l'agace avec son repas qui a brûlé, et on justifiait ainsi le fait qu'une femme soit morte. On faisait ce genre de choses il y a encore quelques années. Et pour revenir d'ailleurs au sujet qui est le nôtre, est-ce que le féminicide est une hyperviolence? Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est une hyperviolence quand elle conduit à la mort pour que ce soit pris en charge? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une mobilisation sur ces sujets pour qu'ils soient de façon beaucoup plus récurrente, pris en charge pour que les mots changent. Et ça a une utilité, parce qu'aujourd'hui, on regarde ces phénomènes avec un regard différent. On peut sans doute faire mieux, mais on a largement progressé. Monsieur le procureur, rapidement, sur le numéro. Alors, les numéros sont diffusés. Il y a aussi des associations d'aide aux victimes qui sont très actives. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis rentré dans la magistrature, mon premier poste, en 1999. Ouais. J'étais substitut de la famille. Comment on traitait les phénomènes de violence conjugale? C'était vu comme des affaires privées.
en réalité. Et on recevait des paquets de procédures et on transmettait par courrier au commissariat de police et on mettait pour médiation. C'est comme ça qu'on traitait. C'est pas si vieux, 99. Et donc vous voyez le chemin. Et quand il y avait un désistement de plainte, on classait sans suite désistement plaignant. Aujourd'hui, il y a eu un énorme travail d'abord de formation des professionnels, policiers, magistrats, mais pas que, pour bien comprendre ce qu'est la notion d'emprise, comprendre ce qu'est justement la violence psychologique, parce que nous savons dans ces féminicides, parce qu'on fait, hélas, quand ça arrive, ce qu'on appelle un rétex, pour regarder si on avait des signaux faibles, pour regarder s'il y avait des antécédents judiciaires qu'on n'a pas forcément toujours bien traités. Et en fait, on se rend compte que, évidemment, on ne peut pas éviter tous les drames, mais qu'on a vraiment, je crois, appris que c'était une violence qui s'installait de manière très progressive, très continue, qui conduisait à ces situations-là. Et ça, je crois qu'on a quand même fait de gros progrès. Pas assez sans doute, mais on a fait des gros progrès. Merci. L'occasion pour moi de dire que vous pouvez aussi nous voir en direct sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça et je vous en remercie pour vous qui nous regardez, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions pour vous. Peut-être qu'à la fin, on aura le temps de pouvoir vous les donner. Je viens par ici. Il y a des... Madame, allez-y, vous avez une question. On se rapproche, un peu plus de proximité. Oui, allez-y. Bonjour, Sherazade Faure, donc je suis fondatrice d'une société dans le domaine de la santé. Je voulais rebondir sur notamment le témoignage de madame concernant l'agression de son fils devant l'école et à la fois interroger notamment monsieur le procureur sur une situation où nous sommes dans une société d'hyperviolence, même si je rejoins parfaitement ce que nous a souligné notre sociologue. Vous avez raison, on n'a pas plus de violence qu'il n'y en avait dans le passé, mais ces macro-violences, lorsque nous les vivons, elles sont terribles à l'échelle individuelle. Ma question, c'était de dire, face aux institutions, parce que vous avez posé la question sur les institutions, et moi j'ai levé la main pour vous dire que je suis en perte de confiance, alors que je crois profondément en l'institution. Je crois que le phénomène d'hyperviolence vient de là. Non pas que ce soit l'institution qui incite à ça, mais que les institutions telles qu'elles sont organisées aujourd'hui n'arrivent plus à absorber le choc de la société dans un monde qui s'est totalement transformé. Votre question, c'est est-ce qu'il faut comment s'adapter ? réinventer justement une partie de nos institutions, y compris le fonctionnement de la justice, puisque aujourd'hui, nous savons que qu'est-ce qui fait qu'on passe à cette étape d'hyperviolence ? Il y a la peur, il y a la rage, il y a le désespoir et il y a la toute-puissance. Mais ces 4 éléments réunis, que ce soit des sentiments ou des émotions, se nourrissent et vont s'abreuver directement sur un seul point. C'est un sentiment d'injustice qui peut être lié à un sentiment personnel ou qui peut être lié à un sentiment familial. Et parfois, il faut remonter à la racine des enfants qui viennent agresser. C'est que lorsqu'ils ont perçu, à travers leur famille, qu'elles n'avaient pas leur juste droit, elles se vengent sur les autres, elles se vengent sur nos enfants, et elles se vengent parce qu'elles savent pertinemment que les institutions ne pourront pas apporter la réponse. Merci, il y a madame. un point de blocage. On va donner la parole au procureur Adouin. Merci beaucoup, madame, pour votre question détaillée. Monsieur le procureur, c'est une question qui revient sur la justice, sur cette question de savoir si la justice est adaptée aujourd'hui à la société dans laquelle on vit. Et s'il faut réinventer peut-être un pan de cette justice. Réinventer peut-être pas, mais en tout cas progresser. Je vais essayer d'être concret. On a parlé tout à l'heure, et c'était Madame Zoberman qui expliquait qu'il pouvait y avoir une interaction entre, on va dire, la perception des drames que l'on voyait à la télé, sur les réseaux sociaux, et la violence du quotidien, où on peut avoir le sentiment d'être d'abord victime, c'est pas qu'un sentiment, on l'est d'ailleurs, et en plus, on a le sentiment d'être pas forcément bien traité comme victime. Tous les matins, je tiens à 9h30 ce qu'on appelle une réunion d'action publique. C'est-à-dire que j'ai la synthèse de tout ce qui s'est passé dans le département. Et évidemment, quand je dis la synthèse, c'est vraiment assez synthétique parce qu'il y a quand même beaucoup de faits. Et en réalité, à la fin, ne me remonte que ce qu'il y a de plus grave. C'est-à-dire le braquage, bien sûr des faits de violence extrême, et puis des faits de viol, etc. Ce qui veut dire qu'il y a toute une part de ce qu'on appelle, je prends le terme, la délinquance moyenne, qui... c'est pas que ça passe à la trappe, mais si vous voulez, c'est pas forcément en visibilité, et on sait qu'il y a certains de nos concitoyens qui ont le sentiment à ce moment-là, eh bien, qu'on ne prend pas en compte, et à juste titre, leur affaire. Je vous donne un exemple. Je rencontre des concitoyens, alors dans des cercles plus restreints,
Et quand je suis arrivé dans le Val-de-Marne, j'ai évidemment eu comme priorité de politique pénale les deux grandes priorités qui sont la lutte contre les violences intrafamiliales d'une part et la lutte contre les trafics et la violence collective en voie publique. Et je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais me parlaient d'abord des cambriolages, qu'ils vivaient ça comme une très grande violence, parce que des gens étaient venus la nuit chez eux, tout simplement, et qu'ils ont imaginé ce que pouvait produire une mauvaise rencontre. Et comme en même temps il y a des affaires dramatiques, heureusement assez rares, des homejacking très violents, forcément le lien est fait. Et on a essayé à ce moment-là de davantage écouter, et on prend en compte davantage, je pense, ce phénomène, y compris dans la réponse pénale qui est plus ferme, je pense, qu'elle ne l'était il y a encore 1 an ou 2. Alors, réinventer la justice, moi, je n'ai pas cette ambition, mais davantage écouter nos concitoyens dans le traitement d'affaires qui ne sont pas forcément dans le haut de la gravité, mais dont on sait très bien, si on les écoute, qu'ils peuvent avoir un effet extrêmement fort sur, et je ne prends pas le terme de sentiment d'insécurité à juste titre, parce que c'est un terme un peu galvaudé, mais sur, tout simplement, la manière dont ils vivent la sécurité. Merci, monsieur le procureur. On vous avait promis aussi de l'interactivité, c'est très important, on a une promesse, on va la tenir. J'ai une question qui est comme toutes vos questions, et je tiens à vous remercier sincèrement aujourd'hui. De grande qualité. Céline Pigalle, elle est pour vous, cette question. L'hyperviolence trouve un écho excessif dans les médias et les réseaux sociaux. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit ici sur Internet. Ne faudrait-il pas compenser sur les chaînes publiques par des informations sur les succès des actions d'intérêt général? Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il va y avoir une fusion, ici, de la télévision publique et de la radio. Vous êtes justement sur France Bleu. Qu'en pensez-vous ? Pour commencer, je voudrais, s'il vous plaît, faire la différence entre les médias et les réseaux sociaux. Parce que les médias, ils peuvent être éventuellement critiqués et on peut reprocher à ceux qui les fabriquent de ne pas toujours être parfaits, comme on le disait tout à l'heure pour la justice, et néanmoins, ils sont dans une démarche professionnelle, et notamment sur l'information, pour vérifier les faits, pour les attester, là où, sur les réseaux sociaux, on trouve le relais de médias et de sources sérieuses, solides, consolidées, mais on trouve aussi tout le reste. Et donc, on ne peut pas additionner ces deux univers en faisant comme s'ils étaient strictement en ligne et identiques. Ça, c'est une première chose fondamentale. Ensuite, vous avez raison de dire que, notamment à travers les réseaux sociaux, la question des violences est mise en avant, elle est mise en image aussi, elle est mise en récit. Et donc, à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la société tout entière est sollicitée sur cette thématique. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on en débat tous ensemble, parce que c'est un sujet qui est mis en avant. Une des raisons pour lesquelles ça se produit, on l'a dit aussi ici, c'est qu'il y a des violences qui pour certaines ne sont pas nouvelles ou qui parfois prennent de nouvelles formes, mais qui deviennent insupportables ou avec lesquelles on ne veut plus vivre. Je prends simplement le sujet des féminicides dont on parlait tout à l'heure. C'est un sujet qui était vécu comme quelque chose qui se produisait et avec lequel on devait vivre. Et aujourd'hui, il est pris en charge comme quelque chose d'intolérable et d'insupportable qu'on doit prendre en charge. Les réseaux sociaux font ça. Ils mettent la violence et un certain nombre de sujets liés à la violence en avant. Alors est-ce qu'en contrepartie de ça, voilà, il faut faire autrement? Est-ce qu'il faut être plus positif dans le traitement? Alors, malgré l'information qui n'est pas forcément positive. Hein, voilà, l'information, si... Vous savez, c'est une chose un peu tarte à la crème qu'on dit dans les écoles de journalisme, mais si on raconte les trains qui arrivent à l'heure, il n'y aura pas d'intérêt pour l'information. L'information, c'est quand il s'est passé quelque chose d'atypique, d'anormal, de différent, qui génère un événement particulier dans le paysage, qu'on se soucie du sujet. Et il y a des expériences qui ont été menées pour faire le journal des bonnes nouvelles, et ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas du tout. C'est pas la même chose que peut-être de profiter d'un divertissement, d'aller à un concert, enfin de faire toutes sortes de choses qui sont plus heureuses et plus joyeuses dans la vie. En revanche, ce que j'esquissais tout à l'heure et qui est très important, c'est que rapprocher l'information des citoyens, ça c'est très important. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'au fond, quand on vous raconte toutes sortes de phénomènes lointains, qui s'agrègent les uns aux autres comme une menace qui peut peser sur vous à tout instant, c'est très anxiogène et vous le vivez comme quelque chose de très inquiétant.
Lorsque vous faites de l'information en local, vous êtes dans le lien, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans quelque chose que vous pouvez aussi vous approprier. Si je prends un sujet qui nous éloigne un tout petit peu, mais pas tant que ça. Rapidement, Céline. Lorsque on vous parle d'une guerre qui se déroule à l'autre bout du monde, c'est une source d'angoisse avec laquelle vous ne pouvez rien faire. Quand en local, un conflit vient de s'ouvrir en Ukraine sur un continent qui est le vôtre, et que vous avez en local la possibilité de vous saisir du sujet, d'avoir une action de bénévolat, d'accueillir des gens qui arrivent d'Ukraine. Je prends ce sujet à dessein. Mais on peut dupliquer cette manière de réfléchir lorsqu'il y a des violences. Comment est-ce qu'on le traite au plus près du territoire pour avoir un dialogue avec ceux qui l'ont vécu? Allez, vos questions dans la salle. On y va, il nous reste peu de temps, monsieur. Bonjour, merci. Vous avez parlé, Madame Pigalle, des nouvelles formes de violence. J'aurais voulu savoir comment sont appréhendées les violences sur les réseaux sociaux, notamment en matière de recherche, et aussi envers les élus. Merci. Peut-être dans le traitement de l'information, des chaînes d'information, etc., sur les réseaux sociaux. C'est ça votre question? C'est comment l'information, les médias retranscrivent cette violence? Comment elles sont appréhendées? Merci, monsieur. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Est-ce que vous évoquez le fait qu'on utilise les réseaux pour exercer certaines violences et par exemple harceler des gens? Non, c'est comment vous traitez les violences sur les personnes, sur les politiques notamment, qui apparaissent sur les réseaux. Comment est-ce que vous les médiatisez? Comment est-ce que vous traitez ces violences que l'on voit, les insultes au quotidien? Je pense que c'est de cela dont il s'agit. Non, on n'a pas du tout compris votre question. Oh, monsieur, on va vous redonner un micro, c'est pas possible. Pardonnez-nous. Non, pardon, j'ai manqué de clarté. Donc non, c'était l'étude des violences sur les réseaux sociaux, notamment en matière de recherche. Est-ce qu'elles sont documentées? Ah, alors c'est pas pour Céline Pigalle, ça. Non, je rebondis sur ces propos, effectivement. Très bien. Et comment un élu, aujourd'hui, qui est exposé sur les réseaux sociaux, vit ces violences? Vit cela. Alors il y a deux pans, Madame Zoberman et puis Mohamed Nabali. Alors, en effet, les violences qui s'exercent sur les réseaux sociaux ont commencé à faire l'objet de tentatives de mesure. Ce qu'on sait, c'est que, en général, la délinquance sur les réseaux sociaux, pour la brève période où on est capable de la mesurer, puisque c'est un phénomène nouveau, elle est arrivée à un niveau qui concurrence largement la délinquance banale contre les biens, par exemple. C'est-à-dire que les atteintes, je veux dire, les débits frauduleux, par exemple, de cartes bancaires, c'est quelque chose qu'on voit augmenter dans les enquêtes d'année en année. En ce qui concerne les violences, je n'ai pas là en tête de données précises, mais l'hypothèse est certainement très claire que c'est un type de violence qui est en augmentation, non seulement en augmentation comme phénomène, mais également en augmentation comme phénomène rapporté aux institutions. Parce que là aussi, comme le rappelait monsieur le procureur, il faut faire la distinction entre ce que les gens sont susceptibles de vous raconter dans des enquêtes quand on les interroge directement, et puis ce qu'ils rapportent aux autorités quand ils ont besoin ou envie que les institutions interviennent à leur sujet. Et certainement, ce sont des nouvelles formes de délinquance qui apparaissent avec les nouvelles formes, avec les nouvelles technologies, de la même façon que les nouvelles à leur sujet, que les nouvelles sur les violences sont apparues de façon massive à travers les nouvelles technologies. Merci Madame Zoberman. Mohamed Nabali, comment est-ce que vous les recevez, ces violences? Alors ça a été quelque chose de nouveau pour moi en tant qu'élu. Je suis avant tout un chef d'entreprise. Donc du coup, j'avais un logiciel qui est, je fais mon travail, si je le fais bien, les gens sont contents. En fait, être élu, c'est pas exactement ça. Voilà. Et j'ai eu à peu près la même stratégie sur les réseaux sociaux que sur le terrain, c'est la proximité. Je réponds beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand je vois que ça déborde un peu, je reçois les gens, en fait. En mode, OK, vous avez dit ça, expliquez-moi, c'est quoi le sujet? Les yeux dans les yeux. Voilà, les yeux dans les yeux.
Et dehors, je suis aussi dans le dialogue. Un exemple très simple par rapport à la jeunesse, etc. Quand je suis devenu maire, ils ont trouvé que mon action était très brutale autour de la mairie. On a une belle esplanade qui peut marcher dans un certain environnement, mais qui ne marche pas totalement chez nous. Voilà, beaucoup de squats, etc. J'ai demandé aux jeunes, alors où on pourrait mettre un lieu où faites moins de bruit pour les habitations qui sont autour d'ici. Ils m'ont répondu non, on reste là, etc. J'ai fait enlever tous les bancs. J'ai enlevé tous les bancs et j'ai végétalisé davantage. Et ça a été perçu comme quelque chose de violent. Voilà. Et du coup, je sentais que ça montait chez la jeunesse. Et ce que je faisais, tous les jours, j'allais leur dire bonjour et je leur demandais comment ils allaient. Voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment cette logique qui est pour moi la meilleure manière de lutter contre les violences en général. C'est un travail de fourmi qui est le contact, le dialogue, pour rentrer dans l'environnement et dans l'univers et ne pas laisser un mot ou une action dépasser du classique, quoi. Et ça a marché? Ça marche parce que je suis une ville de 9000 habitants. D'accord. Voilà, un enfant de Lille et que je suis assez au contact des gens, je vais le dire comme ça. Merci beaucoup. On continue avec l'interactivité, si vous le permettez. Monsieur le procureur, une question qui, je pense, va aussi résonner, messieurs, dames, dans vos esprits. Pourquoi manque-t-il tant de places de prison, sachant que nous savons depuis longtemps que les délits ne cessent d'augmenter? La prison est-elle toujours une solution face à certaines peines? Ne faudrait-il pas dépasser un modèle qui n'a pas fait ses preuves? Alors, bon courage, monsieur le procureur. J'ai 2 heures devant moi, là. Écoutez, vous avez 2 minutes. 2 minutes. Ça me paraît pas mal. Alors, oui, la prison est nécessaire. C'est finalement la clé de voûte, si j'ose dire, parce que c'est la peine la plus répressive, puisque, et fort heureusement, on a aboli la peine de mort en France. Et après, on a besoin de prison. Mais on a besoin de prison autant parce qu'il faut que les conditions de vie des prisonniers soient dignes, notamment si on veut réinsérer, parce qu'il y a aussi cette idée qu'après la prison, il peut y avoir quand même des gens qui, eh bien, et c'est même un des objectifs de la peine d'emprisonnement, soient réinsérés, que bien sûr pour répondre à la demande. Alors il y a un plan important, mais vous savez, une prison c'est complexe à construire, il faut des années. Il y a déjà eu des plans dans le passé. Là, il y a un plan ambitieux qui, en 2027, doit amener à l'ouverture de 15 000 places. Et quand je dis 15 000 places, c'est 15 000 places nettes. C'est-à-dire, c'est bon. Alors ensuite, évidemment que la prison ne peut pas être la solution à tout. Et c'est pour ça que, bien sûr, on a l'idée, d'une part en amont, eh bien, qu'il y ait des peines qui soient alternatives à l'incarcération, et que en aval, c'est-à-dire à la fin de la peine de prison, qu'il puisse y avoir un suivi de la personne en milieu ouvert. Et parfois, ça, les gens ne le comprennent pas. Ils disent, mais en fait, une peine de prison, quand vous dites que c'est 5 ans, en fait, ce ne sera pas 5 ans à la fin, ce sera beaucoup moins. Mais heureusement qu'il y a un cadre pour suivre les personnes et qu'il n'y ait pas de sortie sèche de prison. Donc oui, il faut des places de prison, mais je le dis, ce n'est pas parce que, et même si on avait 20 000 places de prison demain, qu'il faudrait bien sûr que ce soit la réponse à tout. Ça n'aurait aucun sens. Merci, monsieur le procureur. Nouvelle question, monsieur. Madame, on vous donnera la parole juste après, ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, chers intervenants. Bonsoir, madame la présidente. Ma question est adressée à vous, monsieur le procureur. Comme vous le savez, la violence a existé, existe et continuera d'exister. Mais la violence, elle est relayée sur les réseaux sociaux et parfois même en temps réel. Et on voit que cette violence, elle est faite par des jeunes qui ont à peu près mon âge. J'ai actuellement 17 ans, je suis élève en classe de première générale. Et comme vous le savez, cette violence, elle est relayée. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que certaines formes de violence, elles sont inexplicables. Par exemple, un jeune qui a 14, 15, 16, 17, 18 ans et au-delà, le fait qu'il pense à semer le chaos, la terreur, la violence, qu'il pense à tuer et qu'il passe à l'irréparable. Ce jeune-là qui ressort après 14 ans de prison à seulement 30 ans, à 30 ans il est libre, alors que pour autant la famille de la personne qui est morte est fichue, parce que leur vie a explosé. Et moi, j'arrive vraiment pas du tout à comprendre comment on peut encore laisser
cette justice, laisser ces personnes vraiment sortir comme si de rien n'était. Je pense que toutes les personnes ici présentes dans cette salle ne souhaitent pas mourir parce que la vie, elle est belle, la vie, elle est riche, on fait de belles rencontres. Monsieur, on rencontre merci beaucoup. on rencontre Juste de bonnes pour comprendre personnes. votre question, Et donc, c'est sur face à cette violence, c'est ma question. Allez. Face à cette violence, Oui. monsieur le procureur, pensez-vous qu'il serait judicieux de pouvoir incarcérer des jeunes dès l'âge de 16 ans, alourdir les peines? Je finis, parce que ce discours est ensuite relayé par les extrêmes pour gagner des voix, alors que notre but c'est de leur faire barrage pour ne pas que la France sombre avec eux. Bon, merci. Merci beaucoup, monsieur. Incarcération dès 16 ans. Déjà, peut-être rappeler rapidement la loi, monsieur le procureur. C'est juridiquement possible d'incarcérer un jeune de moins de 16 ans. Lorsqu'il y a un crime qui est commis, il est tout à fait possible d'incarcérer un jeune de 16 ans. Et il n'y a pas très longtemps, à Créteil, il y a eu une incarcération d'un jeune qui avait à peine 15 ans. Donc c'est tout à fait possible. Ensuite, vous posez une question qui est, pour le coup, dans le débat public. Et moi, je ne m'exprimerai pas en tant que citoyen, juste en tant que procureur de la République, c'est la question de l'excuse de minorité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est normal qu'il y ait une excuse de minorité ? Moi, ma réponse, c'est simplement de dire, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des principes qui sont des principes également constitutionnels et probablement que juridiquement, le sujet peut être analysé. Mais le principe lui-même ne peut pas être frontalement remis en cause. Donc on peut éventuellement, c'est le rôle du législateur, réfléchir à des aménagements, mais certainement pas à une remise en cause totale. Et puis ensuite, et je termine, la réalité, c'est que 14 ans de prison, c'est très long, hein, vous savez. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est dans une société qui, face aux faits les plus graves, n'a que comme seule réponse l'éviction définitive? C'est tout le débat sur la perpétuité réelle, par exemple. Et ma conviction, pour le coup, de magistrat, c'est que, bien sûr, il y a des faits, il y a certains faits qui justifient que cette perpétuité soit prononcée et qu'elle soit aussi exécutée d'une manière presque totale. Merci, monsieur. Mais que dans bien des cas, il faut aussi faire le pari de la réinsertion. C'est notre grandeur aussi de faire ce pari-là. Merci, monsieur le procureur. Je vais vous proposer de prendre plusieurs questions. On arrive à la fin de ce débat, mais c'est important que vous puissiez poser vos questions. Je vais vous proposer 3, 4, 5 questions et on va les prendre d'affilée. Monsieur, on vous écoute, allez-y. Puis après, on ira vers vous, madame. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Mathieu Hoguel, j'ai 17 ans et je suis un jeune placé en foyer. Quand on est jeune, et surtout placé, on est à la recherche d'un modèle. Beaucoup d'entre nous avons connu la violence au sein de nos familles et l'avons normalisée et certains la reproduisent. Je crois qu'attaquer cette jeunesse, plutôt que s'attaquer au contexte qui provoque cette violence, c'est une erreur. J'aimerais saluer le travail des éducateurs spécialisés qui nous accompagnent. J'ai rencontré des personnes formidables au cours de mon parcours, qui m'ont servi de modèle, qui eux aussi à mon âge ont été comme moi. On parle souvent de la responsabilité des parents en oubliant souvent les enfants qui ne les ont plus. Donc ma question maintenant est la suivante. Quels moyens employer pour la jeunesse prise en charge par l'ASE et ses éducateurs? Merci, je l'ai pris en note. Merci, monsieur. Madame. Madame. On va prendre plusieurs questions. Madame, allez-y. Bonjour à tous. Alors, je voulais réagir au témoignage touchant de madame par rapport à son fils. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter la culture de l'excuse des délinquants? Oh, les pauvres, ils sont dans la pauvreté. Ben non, il ne faut pas les excuser, en fait. Ils ont fait des choses odieuses à votre fils, c'est pas possible. Merci, madame. Autre question. Monsieur. Je viens vers vous, on va faire juste comme ça. Allez-y, Michel Paget, vous nous avez dit un petit peu depuis le début que la violence n'avait pas beaucoup augmenté. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est de voir la violence vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des médecins, des juges, je ne sais pas. C'est ça qui me paraît assez grave et qui, en fait, fait que tous les pans de la société tombent. Merci, monsieur. Madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici. Alors, ma question, en écoutant un peu tout le monde parler et puis les réponses, je me rends compte qu'il y a énormément d'émotions sur la notion de violence.
Les réponses que l'on demande, pour la plupart, on demande des réponses rationnelles à des émotions. Peut-on vraiment apporter des réponses rationnelles à des émotions? Merci beaucoup, madame. On vous rejoint là-dessus. Des questions, on continue, monsieur. Vous retenez, hein? Attention, interro après. Hein. Monsieur, allez-y. Bonsoir à tous, merci pour ces échanges très riches, merci Madame la Présidente. Donc, pour revenir sur ce que disait Monsieur, tout ce qui s'est passé, Saint-Jean-de-Luz, Samuel Paty, l'attaque d'Arras, les attaques contre les élus, contre tous ces gens, est-ce que ça ne serait pas le syndrome de quelque chose de plus grand, comme quoi on n'arrive plus aujourd'hui à faire société? Il y a un refus de la violence qui s'est instauré depuis les éléments tragiques du XXe siècle. Est-ce que la justice n'a pas des réponses à rendre là-dessus? Et l'éducation aussi, notamment à travers le rôle de la culture. Merci, monsieur. On vient vers vous. Monsieur. Monsieur. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Monsieur le maire, vous aviez évoqué précédemment la question de superlatif quant à l'hyperviolence et à la violence. Donc, ma question est la suivante. S'il y a cette hyperviolence, peu importe ce que l'on pense de ce terme, où pourrait-on, notamment monsieur le procureur, dans le domaine du juridique, établir la limite entre violence et hyperviolence? À partir de quel moment pourrait-on la violence Quel moment est-ce qu'on passe de la violence à devenir l'hyperviolence? hyperviolence? Merci, monsieur. Madame. Allez-y, et après, madame. Je vais prendre un peu... Ça va paraître bizarre, mais on a beaucoup parlé du point de vue des victimes, et c'est totalement rationnel. Moi-même, j'ai été victime d'une agression, donc je comprends qu'il y ait beaucoup d'émotions. Mais la question que je me posais, la question que j'aurais aimé poser à mes agresseurs, c'est pourquoi? Et donc, ma question, c'est sur la justice restaurative. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne? Ça se développe beaucoup? Et est-ce que des fois, il ne faut pas aussi essayer de comprendre, ou sans chercher à comprendre et à excuser, mais au moins d'entendre les personnes qui commettent les actes? Merci, madame. Et madame, ce sera la dernière. Merci beaucoup. Madame, en léopard, ce sera la dernière question qu'on prendra. Merci à vous. J'espère que vous prenez des notes. Juste un conseil. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voudrais parler de l'hyperviolence discriminatoire, culturelle et sociétale, mais notamment des territoires, notamment des Outre-mer, puisque je suis de Saint-Martin, et aussi de l'hyperviolence concernant le handicap. Il n'y a pas d'inclusivité au sein du tribunal de Créteil, puisque je suis du Val-de-Marne. Il y a un manque de formation et de discernement. Et concernant l'hyperviolence contre les mères de famille, on n'est pas assez protégé, comprise et pris en compte. Merci. Merci beaucoup, madame, et merci à tous. Madame Zoberman. Oui, alors, je voudrais juste répondre peut-être à une intervention, celle de monsieur, oui, à propos de la violence des jeunes, juste pour dire que un des éléments du discours public sur la violence, c'est de dire que la violence des jeunes est produite par des enfants de plus en plus jeunes. Depuis le temps que cette assertion circule dans l'espace public, on devrait en être à la violence des fœtus, à la violence des embryons. Parce qu'en réalité, c'est un trope, c'est un élément de discours qui circule depuis toujours. Deuxième élément que je voudrais, sur lequel rebondir, c'est le fait que les jeunes, après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes ont fait l'objet d'un investissement massif d'espoir dans l'éducation. Toute la législation postérieure à la Deuxième Guerre mondiale est une législation d'espoir et d'éducation vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes font peur. Est-ce que c'est dû au vieillissement de la population? Je n'ose pas le penser, mais quand même.
Et je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est retrouver en effet l'espoir dans la jeunesse, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans tout ce qui permet à l'éducation de faire sortir les enfants des marasmes dans lesquels certains d'entre eux se trouvent. Merci Madame Zoberman. Céline Pigalle. Voilà, dans la suite de ce qui vient d'être dit, je voulais répondre à vous, monsieur, qui avez posé la question en nous indiquant que vous étiez vous-même placé. Et je crois que s'il y a un rôle majeur que doivent jouer les médias, c'est celui de promouvoir des personnes et des personnalités qui auront valeur d'exemple, dans la suite logique de la notion d'éducation, se reconnaître dans des parcours, se reconnaître dans des histoires, se reconnaître dans des gens qui font de belles et de grandes choses. Parfois, on rend compte d'événements dramatiques, parfois on rend compte de crises, parfois on rend compte de faits divers. Mais à l'intérieur de ça, montrer les visages de ceux qui construisent, de ceux qui ont du talent, de ceux qui s'investissent, de ceux qui sont dans la discipline au quotidien aujourd'hui pour essayer d'aller décrocher une médaille, et donner ces exemples à notre jeunesse pour qu'elle ait envie de ressembler plutôt à cela, ça me semble être un métier essentiel pour les médias. Merci. Monsieur le procureur, j'aimerais juste rebondir sur ce que cette jeune femme nous a dit. Ces deux dames, cette jeune femme sur pourquoi. Je sais qu'à vous, je vous pose les questions les plus difficiles. Hein. C'était l'idée. Hein. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai été attaquée, etc. Et j'aimerais qu'on réponde aussi à la dame qui dit on est des mères de famille, etc. C'est double peine aussi. Hein. On n'est pas soutenu, on n'est pas forcément entendu et on n'est pas aidé. Hein. C'est ça, madame? Alors, j'allais dire, mais c'était à la fin de ma réponse, parce que j'avais noté scrupuleusement toutes les questions. C'est vrai en plus. Que je proposais à madame de venir me voir à l'issue pour qu'on évoque justement, parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi de réagir par rapport à une affaire particulière. Vous comprenez? C'est un peu compliqué d'abord parce que je ne peux pas le faire quand je connais l'affaire, et quand je ne la connais pas, je ne m'exprime que lorsque je connais une affaire. Hein, donc c'est pour cette raison que je propose à madame de venir me voir, on échangera les coordonnées et on pourra éventuellement apprécier la situation. Pour le reste, si vous voulez, et j'avais entendu l'interpellation fort intéressante de dire mais à partir de quand la violence devient hyper violente? Et justement, j'ai envie de rappeler que ce qui est quand même aussi important, même si c'est qu'une partie du débat, c'est justement la qualification juridique des faits. Et c'est un peu le problème, justement, c'est qu'on a aujourd'hui des concepts qui sont employés, ça a été dit au début, dans le débat politique et dans le débat médiatique, mais moi je ne connais que de contraventions, de délits et de crimes. Donc à partir de quand la violence devient hyperviolence? Pour moi, quand un délit devient un crime. Voilà. Et ensuite, il y a les circonstances aggravantes, et ce que le législateur dit au magistrat, au sens, ça c'est plus grave, et il y a une peine, donc du coup, qui sera plus élevée, et qui donc, logiquement, doit être plus sévère dans la pratique judiciaire. Ensuite, deuxième point, je souhaite réagir sur la justice restaurative, parce que ça c'est intéressant. J'ai juste une anecdote qui, moi, m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, on le fait peu. Mais il faut dire aussi que c'est de la dentelle, et c'est pas si simple à mettre en œuvre. Une famille vient me parler de la justice restaurative, leur fille avait été violée, particularité, elle avait été violée par son frère. Et la maman me dit, vous comprenez, on parle des victimes, mais on ne parle pas aussi des parents des auteurs. Et nous, on était dans cette situation impossible où on était parents d'une victime et parents d'un auteur. Et ils sont entrés dans ce processus de justice restaurative pour restaurer sans doute un lien familial. Ça, c'est leur histoire et ça leur appartient maintenant. Et en les écoutant, je me suis dit que probablement qu'il y avait une place, lorsque la sanction en tout cas était passée, pour qu'on imagine des espaces de dialogue direct ou indirect entre auteur et victime. Et c'est pas simple à faire, c'est de la dentelle, il faut y aller très prudemment, il y a des spécialistes, mais en tout cas je trouve que cela mérite d'être investi. Et rapidement. Et enfin, la culture de l'excuse, là encore une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, excusez-moi, c'est plutôt un retour d'expérience. Tous les présidents de cours d'assises, et vous savez, dans les cours d'assises, alors je ne parle pas des cours criminelles départementales, je parle des cours d'assises où il y a des jurés, c'est-à-dire des citoyens qui sont tirés au sort, vous disent tous la même chose. C'est que, et
moi je ne suis pas président de cour d'assises, donc je n'ai pas assisté au délibéré, c'est qu'à un moment, en écoutant le débat et en participant, eh bien, il y a un moment où la complexité se fait. Et il y a beaucoup d'équilibre. Et finalement, quand vous prenez à la fin les verdicts des cours d'assises, par rapport à des tribunaux correctionnels, lorsqu'il y a correctionnalisation, ou les cours criminelles départementales, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas forcément plus sévère. Donc je pense qu'il faut faire un peu attention, si vous voulez, parce qu'il y a la réalité après d'une affaire, avec toute sa complexité, et finalement, les cours d'assises qui jugent ce qu'il y a de plus grave, les crimes les plus graves, sont jugés par des cours d'assises, montrent que, eh bien, là aussi, il peut y avoir de l'équilibre. C'est rare, quand vous avez 30 ans encourus, que vous ayez 30 ans prononcés. C'est donc par exception que la peine la plus sévère est prononcée. Merci. Et pourtant, ce sont des concitoyens Merci, monsieur le procureur. qui participent au délibéré. Mohamed Nabali, le mot de la fin est pour vous. Très bien. Pas de pression. Tout va bien. Ça va. Ok. Vous répondez bien, vous avez l'habitude de gérer. Oui, je vais commencer par émotion. J'ai entendu émotion et moi je pense qu'il faut intégrer les enjeux d'émotion dans nos réponses aux gens. En fait, en tant qu'élu local, effectivement, on a d'abord l'émotion qui jaillit avant de rentrer dans l'argumentaire et la raison. C'est important d'accepter l'émotion et de pouvoir y répondre. Ensuite, j'ai entendu autorité. Autorité, moi je me pose beaucoup la question de comment reconstruire l'autorité. Et je pense qu'il y a quand même une évolution sur le sujet. Et donc, je vais juste faire passer quelques messages par rapport à ça. Souvent, je dis à mes élus, quand on est élu, on a de la retenue. Si on veut être respecté et porter une autorité, ça commence déjà par comment on parle aux gens, comment on se tient, comment on se positionne face aux citoyens du quotidien. Et j'ai le sentiment que cette crise d'autorité, elle est multiple. Je ne vais pas aller plus loin, mais elle me pose question sur c'est quoi recréer de la confiance et de l'autorité auprès du citoyen. Ensuite, j'ai entendu la notion de comment on gère la jeunesse ou la question de pauvreté et délinquance. Ça m'a un peu frappé quand je l'ai entendu. Souvent, je dis, dans les quartiers sensibles, on est sensible à quoi? Moi, je pense que les gens ils sont sensibles d'abord à sortir de l'invisible, à être connus et reconnus pour ce qu'ils sont. Chez moi, je serre la main aux enfants de 10 ans. Je dis bonjour à tous les enfants de 10 ans quand je marche dans la rue. Voilà. Et j'appelle ça grandir en humanité. Je pense que notre enjeu, je l'ai entendu tout à l'heure et ce sera mon mot de la fin, la question de faire société. Ça peut sembler idéal. Moi, je crois que faire commune, faire société, c'est avant tout se connaître les uns les autres, pas à pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on a peur de se connaître et on est chacun dans nos groupes, dans nos clans. Et il y a un rapport de force aujourd'hui qui est plutôt un rapport de force lié par la peur. Et donc pour moi, une société de liens, c'est une société où on apprend à connaître l'autre dans sa différence et surtout on rend tout le monde visible, les enfants de l'ASE comme les personnes en situation de handicap, et on essaye de construire des politiques publiques adaptées à la réalité des gens. Merci beaucoup. Merci. René Zoberman, Mohamed Nabali, Céline Pigalle, Stéphane Ardouin. Merci, Madame la Présidente. Quelle belle opportunité, franchement. Vraiment. Merci à vous, c'est super ce que vous avez fait ce soir. Vive la démocratie, non? Merci. Belle soirée à tous.